Salut les gars, c'est Daikel et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grey. Aujourd'hui, on va parler d'un film culte que vous avez forcément déjà vu et qui est devenu une véritable icône de la pop culture. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que lors de sa sortie, il s'est pris une sacrée branlée au box-office. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Fight Club. Et ça va être... Enfin, Toutoum, qu'est-ce que tu fais? Putain, mais t'es qui? Mais enfin, c'est moi! Toi, mais en mieux! Putain, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ma poule, pourquoi tu parles de ce film? On s'en fout, tout le monde l'a déjà vu! Bon, ah non, c'est pas vrai. On peut parler du fait que Chuck Palahniuk qui a écrit le roman s'est inspiré de Tokyo Fist de Shinya Tsukamoto, ou encore que Peter Jackson a été pressenti pour réaliser le film. On s'en branle! Personne n'a regardé ta vidéo sur The Box de toute façon, ça allait trop loin! Y a plein d'autres films qui traitent de dédoublement de personnalité! Ah oui, mais t'es bien gentil toi, mais j'ai déjà annoncé le film. T'inquiète, Toutoum! Fight Club, c'est mieux pour le référencement! Et puis en plus, les gens ont déjà cliqué, alors ils sont niqués! Tu crois? Mais oui! Et puis mets un titre du genre Top 10! Les fomblards adorent les Top 10! Salut les gars, c'est Daikel et bienvenue dans ce nouvel épisode de Grey. Aujourd'hui, on va parler des Anges Gardiens de Jean-Marie Poiret, et putain, ça va être bien. Vacilón, que rico vacilón. Cha cha cha, que rico cha cha cha. Bon alors je pensais pas dire ça un jour, mais si vous n'avez pas vu les Anges Gardiens et que vous ne voulez pas être spoilé, eh bien je vous invite à cliquer ici. Donc Les Anges Gardiens est une comédie française réalisée par Jean-Marie Poiret et sortie en 1995. Le film débute à Shanghai où Ivan Radmillo tente de fuir le pays sous une fausse identité avec son fils Bao. Mais impliqué dans des magouilles avec la mafia chinoise, il est pris dans un guet-apens. Oh putain, vous avez vu ce plan? On dirait du John Woo. Gravement blessé, il contacte son vieux copain de galère, Carco, un gérant de cabaret parisien interprété par Gérard Depardieu. Il lui fait croire qu'il est atteint d'un cancer et lui promet une forte somme d'argent s'il vient récupérer son fils pour le ramener à sa mère en Europe. Radmillo se fait assassiner juste après ce coup de fil et Carco se rend à Shanghai. Champagne, monsieur? Mais découvre que l'argent qui lui était promis a été dérobé à la mafia et se retrouve à son tour poursuivi. Mais enfin, c'est comme dans Volte-Face! À peu près. Il trouve refuge dans un couvent où il rencontre le père Tarin, interprété par Christian Clavier, qui est en séminaire avec des jeunes défavorisés. Il arrive à le convaincre de ramener le petit Bao à Paris en se faisant passer pour un homme d'affaires nommé Monsieur Ciccolini. Monsieur Ciccolini! Toujours poursuivi par les triades, il arrive à récupérer les bons du trésor à la banque et finit par prendre l'avion pour Paris avec le père Tarin. Ah, vous êtes dans l'avion? Il cache ses bons dans l'agenda du père, ce qui lui évitera de se faire contrôler par la douane et sera l'occasion de quelques quiproquos pas piqués des hannetons. Vous êtes débarrassé de votre agenda? Le gros agenda en cuir que j'ai vu à l'aéroport, vous en êtes débarrassé? Celui avec une grosse tête de Sainte Vierge collée dessus, vous ne l'avez plus? De retour à Paris, alors qu'une des danseuses de Carco vient récupérer le petit Bao, le père Tarin découvre que ce dernier lui a menti. Ça n'est pas moi, c'est votre conscience qui vous arrêtera. On n'échappe pas à sa conscience. Elle va tellement vous tarauder la nuit et le jour que vous ne pourrez plus vivre normalement. Alléluia! Elle vous poursuivra jusqu'à la Saint-Glinglin. Suite à ces propos, chacun des deux protagonistes se retrouve alors affublé d'un ange gardien étant son exact opposé et qu'ils sont les seuls à voir. Waouh, beau châssis cette salope. Vas-tu cesser? Ça suffit comme ça. Pour s'en débarrasser, il faudra que Carco devienne honnête. Et le père Tarin n'a d'autre choix que de l'accompagner dans son périple s'il veut voir disparaître son double maléfique. Les deux compères se mettent donc en quête d'Emily Wong, la mère du petit Bao, et ils découvrent qu'elle est l'ex-petite amie de Monsieur Mo, le mafieux à leur trousse. Alors je vous la fais courte, le petit Bao se fait enlever, il se rend à Écouen chez les parents du père Tarin, puis en Belgique, Tu es qui, toi, le connard, toi? où Emily Wong suivait une cure de désintoxication. Ils finissent par la retrouver et vont chercher Bao au QG de Monsieur Mo, dans le 13e arrondissement. C'est osé. Bref, c'est la bagarre, les serveurs font du kung-fu. Bah oui, pourquoi se priver? Ils finissent par arrêter Monsieur Mo et à libérer le petit Bao, ainsi que le frère du père Tarin qui a aussi été kidnappé, mais j'en ai même pas parlé. Ce sont des trafiquants. Regardez, c'est bourré de sacs de drogue. Le film s'achève sur le mariage d'Emily Wong avec un mec qu'on a vu 10 secondes, et alors même que son ex-mari est mort il y a tout juste 1h50 écrasé par un camion. Carco, lui, donne ses bons du trésor à la quête, ce qui fait enfin disparaître les Anges Gardiens, leur objectif étant accompli. Et voilà, c'est la fin des Anges Gardiens. Ah oui, et j'oubliais, ils ont écorché le nom d'Evert Zigova au générique. 2 fois. Bon, bah c'était bien le Delbord. Le scénario est inutilement alambiqué et j'ai volontairement occulté plusieurs personnages afin de vous épargner un peu. Alors exceptionnellement, j'ai choisi un film qui a plutôt bien marché au box-office. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout autre chose, et vous allez vite le comprendre, mais Les Anges Gardiens est une œuvre parfaitement unique. Donc Jean-Marie Poiret est une icône de la comédie française, que l'on connaît surtout pour avoir réalisé Les Visiteurs 1 et 2, et 3.
Oh non. Oh si. et qui a fait ses classes en tant que scénariste pour Michel Audiard. Oh non. Eh si, ma poule. Sa carrière en tant que réalisateur décolle après sa rencontre avec Josiane Balasco, pour qui il réalise Les hommes préfèrent les grosses, ce qui le conduira à adapter 2 autres pièces de la troupe du Splendide, Le Père Noël est une ordure et Papy fait de la résistance. 2 succès colossaux rentrés dans le patrimoine culturel français et lui ouvrant un boulevard pour sa carrière. Il s'éloignera ensuite quelques temps des adaptations de pièces de théâtre, et même si certains de ses films comme l'opération Cornet de Beef connaîtront un succès convenable, il faudra attendre 1994 avec Les Visiteurs pour qu'il connaisse à nouveau la gloire d'antan. Jean-Marie Poiret, bénéficiant désormais d'une réputation aux petits oignons auprès des studios et ne souhaitant pas enchaîner avec une suite des Visiteurs, se lance dans l'écriture d'un nouveau script après un appel du pied de Gérard Depardieu. En effet, juste après la sortie des Visiteurs, ce dernier a appelé Christian Clavier pour le féliciter et lui dire tout le bien qu'il pensait du film. Alors qu'il l'avait pas vu. GG. Il lui a dit qu'il devait absolument tourner un film ensemble, ce qui est cocasse puisqu'il devait à l'origine jouer le rôle du squale à ses côtés dans l'opération Cornet de Beef, qu'il a décliné au dernier moment et qui a échoué entre les mains de Jean Reno. Jean-Marie Poiret a donc travaillé un script à mi-chemin entre le buddy movie et le road movie, un petit peu dans l'esprit des comédies de Francis Weber, comme La Chèvre, déjà avec Gérard Depardieu, et produite par Alain Poiret, le papa de Jean-Marie. Oui, j'ai un petit peu stalké. Le film dispose d'un budget confortable de 25 millions d'euros, ce qui permet de couvrir les effets spéciaux et de tourner une partie du film à Shanghai. Le problème, c'est que le script dans sa première version n'offrait aucun élément de scénario assez fort permettant de le dégager des autres productions du genre. Et c'est donc là que Poiret a eu l'idée d'ajouter le concept des anges gardiens. Et on attaque donc avec le premier souci du film, il est flagrant que cette histoire d'ange gardien est collée sur le scénario et n'apporte aucun enjeu au récit. C'est pour cette raison que je n'en ai presque pas parlé dans mon résumé du film. Déjà, il faut attendre 50 minutes avant de les voir apparaître, soit pratiquement la moitié du métrage, alors que c'est le nom du film, mais surtout, ils apparaissent sans raison crédible. Même si on admet que Carco, en tant que personnage véreux, se voit flanqué d'un ange pour le remettre dans le droit chemin, il n'y a aucune logique que le père Tarin, Hayen comme pain, subisse le même traitement. Tout ça s'est expliqué en 2 secondes dans le scénario et le spectateur n'a d'autre choix que de l'accepter puisque c'est la seule chose qui pousse les protagonistes à rester ensemble. Et puis le coup du double, c'est pas super original, Toutoun. Ferme ta gueule. En fait, on sent que Poiret a tenté de décliner la formule des Visiteurs et d'opposer des personnages à leur double, tout en utilisant quelques effets spéciaux pour faire gonfler le budget et la promo. Finalement, le père Tarin n'est qu'une version pastorale de Jacquard et Jacouille. Le souci, c'est que si dans un buddy movie on met 2 personnages opposés afin de trouver un équilibre dans le duo, ici on a 2 personnages opposés qui ont chacun leur personnage opposé, et ne permettant jamais une véritable synergie entre Depardieu et Clavier. Aucun d'eux ne peut voir le double de l'autre, et les quiproquos potentiels s'essoufflent très vite. Tenez, j'ai fait un petit schéma pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc là, on a Christian Clavier d'un côté, Gérard Depardieu de l'autre, et puis au milieu, ça c'est l'enfer de Dante. Mais admettons, l'écriture scénaristique n'a jamais été le point fort des comédies françaises, donc passons au-dessus. Même si on enlève les anges gardiens, le scénario est chaotique. Les protagonistes sont balancés de lieu en lieu, parfois pour des séquences d'à peine quelques secondes, à tel point qu'il est difficile pour le spectateur de se situer dans le récit et de savoir si les personnages se rapprochent de leur objectif. En fait, la plupart des lieux sont juste des prétextes pour nous servir quelques gags douteux. Et que dire à propos de certaines ellipses qui ne sont même pas suggérées? Dans l'avion, Carco fait mine de s'endormir, et le plan d'après, eh bien, il se réveille comme s'il dormait depuis plusieurs heures. Monsieur Ciccolini, Ouais, Monsieur quoi Ciccolini, nous n'avons pas pris notre rendez-vous. Ah, hein? Notre rendez-vous. Mais quel rendez-vous? Et ce qui va suivre va vous étonner, mais ces soucis de continuité ont été largement accrus par la production du film. Il s'avère que le premier montage qui satisfaisait pleinement Jean-Marie Poiret durait 2h50, et la partie à Shanghai qui dure 30 minutes dans le montage final durait elle 1 heure, alors que tout ce qui s'y passe aurait pu être raconté en moins d'un quart d'heure. Ne sachant pas où couper, je suppose que Jean-Marie Poiret a gardé sa trame scénaristique intacte, mais a élagué à l'intérieur des scènes. Du coup, le film est à flux tendu et le spectateur ne respire jamais pendant 1h50. En soi, vouloir un rythme effréné n'est pas un problème, mais il y a quand même une manière de le faire. Et voici un parallèle foireux, mais c'était quand même le pitch de Hypertension. Pendant 1h30, Jason Statham devait garder son taux d'adrénaline élevé s'il ne voulait pas mourir à cause d'une substance chimique coulant dans ses veines. Cela se traduisait à l'écran par un montage soutenu et une certaine hystérie visuelle. Mais les scénaristes ont eu la présence d'esprit d'inclure des scènes plus relaxes, permettant d'avoir tout de même des variations dans l'intensité dramatique. Ça permet d'alterner entre phases comiques et phases d'action, et ça fait ressortir les qualités de chacune. Mais ça, Jean-Marie Poiret, il s'en branle. Il préfère miser sur une surabondance de gags en espérant que dans la confusion il y en ait un ou deux qui fassent mouche. Et ça nous amène à la mise en scène, qui est elle aussi victime de ce choix artistique. Les habitués de Jean-Marie Poiret le savent, le montage de ces films post-splendides est catastrophique. Les plans sont agencés n'importe comment, et tous les silences sont coupés afin de rythmer artificiellement les dialogues. Prenons un exemple simple. Regarde Hervé, c'est liant ces petits sous-vêtements. Ah, je save vicieux. Je préfère aller voir les vrais. Non mais veux-tu rester ici Sale démon. Cette scène résume
parfaitement le film. On a donc 2 plans mis bout à bout pour donner l'impression que Christian Clavier poursuit son double. Le bon sens aurait voulu qu'on attende que le premier Christian Clavier sorte du cadre avant d'enchaîner avec le deuxième plan, quitte à avoir un léger flottement, ou alors, via l'infographie, à se faire chevaucher les 2 plans pour donner l'impression qu'ils sont très proches. À la place, Jean-Marie Poiret a préféré couper le plan avant même que le premier Christian Clavier ne sorte. Mais il prend quand même la peine de le justifier en rajoutant un bruitage rigolo sur son point de montage. Sale Timon! Alors oui, on comprend. Mais c'est moche. C'est pas parce que tu justifies ton choix que c'est bien. Ça serait comme prendre un urinoir et dire que c'est de l'art juste parce que tu l'as mis dans un musée. Eh bah, on dirait que l'art moderne, c'est pas vraiment ton dada. Et tout le film est comme ça, c'est blindé de jump cut et de faux raccords, je vous conseille de le regarder sans le son, c'est assez flagrant. En plus de ça, 2 pointures de la comédie française comme Christian Clavier et Gérard Depardieu, on les dirige pas facilement, et un coup d'œil au bêtisier, Y a que Jackie Chan qui peut faire ça, tout en restant cool. permet de se rendre compte qu'ils étaient en roue libre pendant tout le tournage, rigolant en plein milieu des prises et reprenant leur texte un peu n'importe où. Bref, comme le dit l'adage, on verra ça au montage. Dans ces conditions, il aurait été plus simple de se limiter à seulement 2 ou 3 axes par scène. La production bénéficiant d'un budget relativement confortable, ça aurait été vite plié en utilisant plusieurs caméras. Mais Jean-Marie Poiret ne l'a pas entendu de cette oreille et a préféré utiliser la technique ancestrale du tourner le plus possible sous tous les angles. Et ça se voit, certaines scènes de dialogue simples ont jusqu'à 5 axes différents, ne restant jamais plus de 2 secondes à l'écran, et rendant difficile la compréhension de l'espace pour le spectateur. C'est bien simple, regardez le nombre de plans qu'utilise Jean-Marie Poiret pour filmer une simple cabine téléphonique. C'est tout bonnement indécent. Et je vous parle même pas de la règle des 180 degrés, elle s'en remettra jamais. À chaque fois que je regarde le film, je suis pris d'une irrépressible envie de le réparer. Par exemple, ça peut paraître bête, mais le plan où cet homme tombe de sa chaise est dans le mauvais sens. Le mouvement venant de gauche à droite, il aurait été plus naturel de le retourner afin d'assurer la continuité. Alors les séquences les plus catastrophiques restent celles de Shanghai, puisqu'elles sont tout simplement illisibles. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement nul, on dirait les scènes de baston de The Dark Knight. En fait, lorsqu'ils sont allés tourner à Shanghai, ils n'avaient pas toutes les autorisations nécessaires, et malgré le budget conséquent du film, ils se sont retrouvés à filmer à la sauvage dans les rues de la ville. Ils avaient en tout 3 équipes différentes, équipées chacune d'une caméra, et avaient comme consigne de tourner le plus de plans possible. Mais sans réelle coordination entre les équipes, on se retrouve avec des plans n'ayant aucun sens entre eux. Juste pour l'anecdote, parce que ça montre le potentiel de fomblardise du film, ils ont failli provoquer un crash aérien lors du tournage de cette explosion, qui se situait dans la trajectoire des avions se posant à l'aéroport de Shanghai. Regardez les enfants, ce bel oiseau d'acier qui va se poser au ras des buildings. Alors on peut légitimement se demander comment Jean-Marie Poiret a réussi à désapprendre le cinéma en seulement quelques films. Bien que sobre, la réalisation de ces films à l'époque du Splendide est tout à fait correcte. Elle laissait la place aux acteurs plus qu'aux effets de style, ce qui n'empêchait pas quelques fulgurances. Par exemple, ce travelling dans Le Père Noël est une ordure, lorsque Félix découpe le corps de l'électricien, semble tout droit sorti d'Halloween de Carpenter. Tu dis nimp. Mais dans Les Anges Gardiens, c'est une autre histoire. Plus que jamais, il utilise ses fameux plans serrés en courte focale, signature qu'il partage avec Terry Gilliam. Un petit big up à ses fans, s'il en reste. Même sa tentative de rendre hommage au cinéma hongkongais et laborieuse est réussie surtout à dépeindre une version raciste de la culture asiatique. Ni hao mai. No, me not speak French. Ni hao mai. Bon, on peut se moquer de Jean-Marie Poiret autant qu'on veut, mais peu de cinéastes français peuvent se targuer d'avoir collaboré avec John Hughes et Chris Columbus. Bah oui, on peut louer John Hughes pour Breakfast Club et la fabuleuse journée de Ferris Bueller, mais n'oublions pas que c'est de sa faute si on a eu droit aux Visiteurs en Amérique. En effet, lors d'un voyage en avion, il est par hasard tombé sur les Visiteurs, et s'est empressé d'en acquérir les droits afin d'en faire un remake américain, qu'il produira et co-scénarisera avec Chris Columbus et Jean-Marie Poiret, ce qui permet d'observer ce genre de cocasserie sur Wikipédia. Bon, le Gus n'en était pas à son premier forfait, quelques années plus tôt il avait aussi commis le scénario de Flubber. Malgré ça, on pourra reconnaître à Jean-Marie Poiret une volonté de sortir la comédie française de son carcan habituel. Comme on l'a vu, il n'hésite pas à mélanger les genres et à user de CGI à une époque où c'était assez rare en France. Le résultat est rarement heureux, mais il emprunte cette voie bien des années avant que Luc Besson n'apparaisse dans le game. Toutoun, c'est bien de lui trouver des excuses, mais toi, concrètement, t'en penses quoi? Alors, c'est mauvais, mais le cinéma de Jean-Marie Poiret ne ressemble à aucun autre, et ce même s'il transgresse toutes les règles du bon goût. Et encore, j'ai même pas parlé de la musique d'Éric Lévy, l'homme derrière Hera, qui est une catastrophe sans nom. Mais voilà, voir les acteurs cabotiner non-stop et jouissifs, et les intonations tellement outrées qu'on sera obligé de retenir certaines répliques. En ce sens, Les Anges Gardiens est le pinacle de la carrière de Jean-Marie Poiret. On y retrouve tous les éléments qui ont fait son succès, mais poussés à l'extrême, à tel point que c'en est surréaliste. Il est son film ultime et prouve que le cinéma de Jean-Marie Poiret, dans sa médiocrité, est unique, comme pouvait l'être celui d'Ed Wood. Et finalement, je pense qu'il y a qu'une seule chose qui se rapproche de près ou de loin du cinéma de Jean-Marie Poiret. Et cette chose, c'est YouTube.
L'hystérie collective, le montage surdécoupé, les mauvaises blagues déclamées dans un flux incessant espérant coûte que coûte garder le spectateur captif de cet enfer de cris et de larmes, oui, pour moi Les Anges Gardiens est une prophétie. En 1995, Jean-Marie Poiré nous montrait ce que donnerait un monde où le rythme aurait pris le contrôle. Un monde du mouvement à tout prix, qui tente d'empêcher le spectateur de zapper, un monde où le silence serait l'ennemi, car il n'y aurait plus personne pour l'écouter. C'est beau ce que tu dis, Toutoun. Merci. Et ma femme s'appelle Maurice, t'en penses quoi? Je suis le côté diabolique de Serge Gainsbourg, je connais le diagnostic mais j'espère que les médecins se gourent. Serre-moi un verre de vin rouge dans la piscine. Je suis le nouveau Serge Gainsbourg sans Jeanne Birkin. Dans ta tête je perce un trou, prends de l'aspirine. J'ai une haleine d'hindou, des femmes divines. Un canon tellement long, une lame si fine. T'aimerais que je me teigne en blond, que je te trace 10 lignes. T'inquiète pas, je reste dans l'ombre, je guette la vitrine. Je te parle de sexe en honte, j'aime la cyprine.